De la création monétaire à la loi de 1973. Comment on crée l'argent? Si je vous disais que votre argent n'est pas protégé sur votre compte, que les États ne créent pas l'argent, pas plus qu'ils n'ont la main mise sur leur régulation. Si je vous disais encore que les banques ne prêtent pas de l'argent qu'ils détiennent dans leurs réserves. Si je vous disais que tout cela n'est qu'un tour de magie, une magistrale arnaque basée sur une croyance collective savamment entretenue. Hula hup, barbatruc. Si je vous disais encore que les banques ne prêtent pas leur argent, elles font des crédits en créant de l'argent de nulle part. Si je vous disais que les États sont obligés d'emprunter avec des taux d'intérêt stupéfiants à leurs créanciers, qui sont les banques et les marchés financiers. Ils payent des intérêts sur de l'argent qui sort de nulle part, créé sur demande. Si je vous disais que l'argent que vous pensez avoir sur votre compte n'est qu'une promesse de dette, et qu'en cas de faillite ou de bank run, vous vous retrouverez alors dans une situation de néant, dans laquelle vous constaterez que ce que vous pensez avoir, ce que vous pensez posséder, n'était qu'une illusion, une chose qui n'a jamais existé. Il est important de comprendre qu'une fois sorti de votre poche et placé sur votre compte, votre argent ne vous appartient plus. Il appartient légalement à votre banque, qui vous accorde alors une reconnaissance de dette. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Les banques ont créé un système de calcul très intéressant pour eux. On appelle cela les réserves fractionnaires. Pour faire un petit tour historique, il nous faut remonter à la période de la Renaissance. À cette époque, les usuriers stockaient l'or des riches marchands. Ce stockage d'or était certifié par un document de retrait ou une reconnaissance de dette. Au bout d'un certain temps, les usuriers s'aperçurent que l'usage faisant, les gens ne demandaient que rarement de récupérer leur or, mais plutôt s'échangeaient les papiers de reconnaissance de dette. Ils ont alors décidé d'imprimer plus de papiers de reconnaissance de dette que l'or qu'ils avaient en stock. Ils se sont mis ainsi à prêter de l'argent à d'autres marchands afin de financer d'autres expéditions. Une fois ces dernières accomplies, le marchand remboursait la dette et payait les intérêts. L'usurier encaissait ainsi un bénéfice et détruisait le papier de dette récupéré. Aujourd'hui, le système est le même. Les banques fabriquent de l'argent virtuel pour financer des crédits en tout genre, pour leurs clients ou pour leur propre compte d'ailleurs. Cet argent virtuel leur permet même d'acheter des actions et de spéculer en bourse. Ils peuvent créer de l'argent quasiment sans limite. Presque sans limite, effectivement, car officiellement, ils ne peuvent créer plus de 14 fois leur réserve. Selon les accords de Bâle, des accords qui, entre nous, dans les faits, ressemblent plus à des recommandations qu'à des obligations. Donc, comme on peut s'en douter, rien ne les empêche vraiment de créer par le biais du jeu comptable autant d'argent virtuel qu'il leur est nécessaire. Pour résumer, c'est un peu comme si vous faisiez des chèques sans solde sur votre compte, des chèques qui ne seraient jamais refusés. Chaque jour, donc, vous avez compris, les banques créent de l'argent sans aucune restriction. Ce même argent que vous avez obtenu à la sueur de votre front, les banques, elles, ont juste une ligne à rajouter sur leur ordinateur pour l'obtenir. Et sachez que cette ligne sur l'ordinateur nous coûte très cher en intérêts. Plusieurs dizaines de milliards d'euros sont donnés chaque année aux banques par l'État français, donc avec vos impôts. L'État français qui doit payer ses intérêts et rembourser une dette artificielle qui ne s'arrête jamais.
plus de 100% du PIB. Et cela date de la loi Pompidou, alors président de la République française et ancien directeur général de chez Rothschild. Cette loi inique du 1er janvier 1973 stipule que l'État ne peut plus emprunter d'argent à la Banque de France, loi qui ensuite a été validée au niveau européen via le traité de Lisbonne, puis le TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 123. C'est une loi qui a été présentée officiellement comme une solution pour protéger les États en empêchant de faire tourner la planche à billets à des fins électorales, au risque de créer une inflation permanente. Alors, sur le devant du tableau, c'était une idée louable. Mais malheureusement, dans les coulisses obscures, c'était un tout autre dessein. Cela mettait en séquestre la souveraineté de l'État et cela a créé sa mise au pas par le monde de la finance. Car dorénavant, l'État serait obligé d'emprunter, ou plutôt de demander des crédits aux marchés financiers contrôlés en grande partie par les banquiers. Donc des sociétés privées qui n'ont ni nation ni drapeau, mais seulement des actionnaires et des lobbies à rassasier. Grâce à cette loi, les banques venaient donc de faire main basse sur les pays et leurs citoyens. Ils sont donc devenus l'élément central de ce monde, les véritables maîtres du jeu. D'ailleurs, Michel Rocard, ancien Premier ministre français et un des pontes de l'administration française, avait dit que depuis la loi de 1973 et le traité de Lisbonne, nous avons perdu la liberté pour un État de se financer. Si cette loi n'avait pas vu le jour, notre dette d'État aurait à peine atteint les 15 à 20%. Aujourd'hui, nous ne payons que la dette et surtout ses intérêts, si eux-mêmes le disent. Très bien, vous allez me dire, mais la Banque centrale, elle devrait nous protéger de tout cela. Il faut savoir que les banques commerciales, nos banques, comme le Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale, ont tout un compte bancaire à la Banque centrale. Et toute banque commerciale doit y rendre des comptes. Car le rôle de la Banque centrale est officiellement de maintenir la stabilité des prix et garder l'inflation en dessous de la barre des 2% par an. Elle gère aussi la fabrication et l'impression des billets physiques qui ne représentent avec les pièces que l'autorité nationale fait fabriquer et non la Banque centrale que 10% de l'argent total en circulation. Donc l'argent qui n'a pas de réalité physique, que l'on appelle monnaie scripturale, représente 90% de l'argent en circulation dans l'économie réelle. La Banque centrale est donc à la base un bouclier pour nous protéger, pour réguler la création monétaire et empêcher aux banques privées de faire n'importe quoi. Mais en réalité, elles sont plutôt devenues le vassal des banques commerciales. Car effectivement, si une banque faute et que l'État ou la Banque centrale décide de la punir et de ne pas renflouer les caisses de cette dernière, alors la banque va faire faillite et détruire l'épargne de dizaines de millions de personnes et d'entreprises. Un risque pour l'économie que personne ne veut avoir à prendre sur les épaules. Donc, les banques commerciales utilisent cette menace de la crise sociale pour prendre en otage les États et les banques centrales. Ce hold-up bancaire est terrifiant. Et tant qu'une nationalisation d'État n'est pas faite auprès des banques, alors il ne pourra pas y avoir d'échappatoire à cette domination des banques privées. Votre épargne, votre argent, que vous gagnez chaque jour à la sueur de votre front, n'a pas de valeur réelle, au vu du fait qu'il est illimité en création. Juste la croyance populaire de sa stabilité font que les populations continuent à se sacrifier pour ce dernier. Peut-être dans quelques jours, semaines, mois ou années, l'État vous dira de faire le sacrifice de votre épargne, pour le bien de tous, comme Madame Lagarde d'ailleurs l'a déjà annoncé. Notre vidéo n'était qu'une introduction. Nous vous invitons à regarder sur YouTube les nombreuses vidéos qui vont vous expliquer en détail l'ensemble de ce système mafieux. Il est de la responsabilité de chacun
de diversifier son épargne et de ne pas tout laisser entre les mains des banques ou des assurances. Alors, dans les vieux systèmes de conservation tels que l'or ou la pierre, mais ces deux modèles sont saisissables. Il y a aussi les crypto-monnaies, qui elles sont insaisissables, telles que le Bitcoin ou le Cestrel. Cette crypto-monnaie a vocation française.